Aujourd'hui, le cours va être assuré par les deux assistants, c'est-à-dire moi-même, François de Katzmacher et Thomas Wirtgen qui est là, qui s'occupera de la deuxième heure. Et c'est parti, je propose à la caméra de lancer l'enregistrement, s'il vous plaît. Après. Donc, si je ne dis pas de bêtises, vous vous étiez arrêté à cet endroit-là la semaine passée. Donc, si vous vous rappelez, on parlait des fonctions avec des invariants, donc invariant programming, donc qui consiste à avoir une boucle, et lors d'une boucle, avoir un invariant qui est gardé le même tout au long de la boucle, et à la fin de l'exécution de la fonction, le résultat est une des deux parties d'une somme dans ce cas-là. Donc par exemple, vous aviez, donc, la semaine passée, c'était la somme des chiffres d'un nombre. Et donc votre invariant là, ça va être que vous avez la somme totale qui est égale à la somme des nombres qui ont déjà été pris en compte et la somme des nombres qui n'ont pas encore été pris en compte. Comme vous pouvez voir les deux membres de l'équation là. Et donc ici, vous avez l'exécution de cette fonction-là avec l'invariant. Et donc vous voyez bien qu'à la fin, quand on arrive à la fin du calcul, d'un côté, on a la somme des nombres restants, et il y en a, enfin des chiffres restants, donc il n'y en a pas, donc c'est 0. Et de l'autre côté, on a la somme de tout ce qu'on a déjà fait, qui est, quand on arrive à la fin, le résultat. Et donc ça, c'est le concept qu'on va mettre en place pour faire toutes les boucles, donc toutes les fonctions récursives à partir de maintenant. Et donc nous avons le programme mis à jour par rapport à la semaine passée. Donc la semaine passée, vous aviez un programme récursif mais qui était naïf. Et ici, vous pouvez voir le programme qui a changé avec, lorsqu'on arrive à la condition d'arrêt de la fonction, donc le nombre qui est arrivé à 0, le nombre pour lequel on peut faire la somme des chiffres qui est arrivé à 0, et bien à ce moment-là, on peut arrêter. Et donc on a le deuxième argument de la fonction qui est A ici, qui est un accumulateur, si vous vous rappelez bien. Et donc, ça veut dire que le résultat final de la fonction sera mis dans cette variable-là. Et sinon, dans le cas général où on a encore du calcul à faire, eh bien c'est très simple, il nous suffit de réappeler la fonction, vu que c'est une fonction récursive, simplement en changeant les arguments. Donc, pour le premier argument, qui est le nombre qu'il nous reste, les chiffres qu'il nous reste encore à additionner, on divise simplement par 10 pour enlever le premier chiffre. Et on ajoute à l'accumulateur le chiffre en question. Voilà, donc ici, je peux par exemple vous montrer l'exécution de la fonction la SumDigits2, qui, normalement, le résultat, si c'est le même qu'avant, c'est le même, ça va nous donner 23. Donc si je vous montre, on va voir si ça marche. Ah, oui. Ouais. Tout ça, vous pouvez voir mon beau fond d'écran. Voilà. Donc, ici, donc voilà, ça c'est le code avec l'invariant. Donc on a ce qu'on appelle une fonction récursive terminale. Parce que l'appel récursif est la dernière opération qu'on fait dans la fonction. Et si on exécute tout ça, donc, ah oui, je suppose que Peter, quand il vous montrait ça, il vous montrait sur l'environnement Emacs avec Oz. Alors c'est pas mal, mais c'est un peu vieux jeu. Alors moi, je vous conseille d'exécuter Visual Studio Code, d'utiliser Visual Studio Code avec l'extension qui s'appelle Oz, simplement. Donc vous la téléchargez en Visual Studio Code. Ce sera beaucoup plus simple pour vous, je crois. Et donc pour exécuter du Oz avec ça, il suffit de sélectionner tout, comme ça. Hop. Et là, vous voyez, je fais un clic droit et je fais Feed Region. Et donc ici, sur le terminal, ça va me donner. Ça, c'est comme l'environnement que Peter vous a montré. Vous avez le résultat et évidemment la fenêtre s'est ouverte ici. Elle est sur mon entrée. Vous voyez que le résultat est bien 23. Voilà. Ok. Donc, vous allez vous dire, mais pourquoi faire comme ça alors que l'autre méthode semble vraiment plus simple?
Eh bien, en fait, les avantages de la programmation avec un variant, l'avantage principal, c'est que la taille en mémoire utilisée par le programme n'augmente pas. Alors que pour la méthode que vous avez vue avant, donc la méthode naïve, à chaque fois on doit sauvegarder, comment dire, on a une opération mathématique qui se fait, donc par exemple là ça aurait été une somme, on doit à chaque fois sauvegarder le fait qu'on a fini notre fonction récursive, on doit revenir faire la somme après, et donc à chaque fois qu'on refait un appel récursif, ça augmente la mémoire que le programme va prendre. Ici, c'est ça qu'il veut dire par stack space. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce que c'était la stack, mais si vous ne savez pas ce que c'est, dites-vous juste que c'est la mémoire utilisée par le programme. Alors que quand on utilise la programmation par un variant comme ça, la mémoire n'augmente pas parce que à chaque fois, le résultat intermédiaire est gardé dans un des arguments de la fonction. Donc en fait, la mémoire utilisée reste toujours la même, et donc c'est vachement mieux à ce niveau-là. Donc voilà, donc il y a un argument qui s'appelle l'accumulateur, qui est l'argument qui prend justement le résultat intermédiaire, qui est l'argument A pour la fonction ici. En général, on l'appelle A ou ACK, moi j'aime bien l'appeler ACK. Voilà. Et donc on appelle ça une fonction qui est tail récursive en anglais, donc récursive terminale en français. Et apprenez bien à faire ça parce qu'en fait on va vous demander à partir de maintenant que tous vos appels récursifs soient récursifs terminal. Et évidemment à l'examen, si ce n'est pas récursif terminal, vous perdrez des points, parce que je sais que cet argument fait souvent mouche avec les étudiants. Voilà, je pense que c'est bon comme ça. Ah oui, et donc vous pouvez voir une certaine similarité entre les fonctions récursives terminales, comme montré là au-dessus, et les boucles while à laquelle vous êtes accoutumés avec vos cours de Python et de Java. Normalement, la plupart des gens les ont mis ici. Et en fait, c'est très similaire. Et c'est pour ça qu'au final, c'est un peu la même chose. Voilà. Donc, il va falloir apprendre à faire des programmes comme ça, et ne vous inquiétez pas, on va encore voir ça pendant le reste du cours, et vous allez évidemment voir ça beaucoup dans les séances d'exercice. Donc ça, c'était pour terminer ce que vous avez vu la semaine passée. Maintenant, je vous propose de passer à la suite du cours, qui est... Ok. Donc, aujourd'hui, on va parler, les nouveaux concepts qu'on va aborder sont, on va déjà revoir un peu tout ce qui était sémantique, donc avec les environnements d'exécution, tout ce que vous avez déjà vu au premier cours, et puis après, on va parler des listes et des arbres. Donc moi, je vais vous parler des listes, et puis après, Thomas va vous parler des arbres, et vous allez voir comment marchent les listes et les arbres en Oz. Et on va parler aussi un peu du kernel language. Voilà. La fin, avec les sémantiques, là, ce sera pour la semaine passée. Abstract machine, tout ça, ce sera pour la semaine prochaine. Voilà. Donc, la semaine passée, vous avez vu que quand on a un programme, on a certaines variables qui sont liées, des identifieurs. Donc là, dans le programme ici, on a le X et le Y qui sont liés, qui sont des identifieurs, donc un nom qu'on donne à une valeur qui est en mémoire. Donc, et ici vous avez la mémoire à côté, et donc en mémoire, ces identifieurs, identificateurs peut-être en français, identifier en anglais, ces identificateurs sont liés à leur valeur en mémoire, et la fonction qui lie le nom, donc l'identificateur X ou Y, à leur valeur, c'est ce qu'on appelle un environnement, voilà, un environnement simplement. Donc voilà, c'est simplement une fonction qui prend l'identificateur et qui lui lie sa valeur en mémoire. Donc là, on a X majuscule, par exemple, qui est l'identificateur de la variable X, et en mémoire, la variable, on les note en minuscule en général en mémoire. Et donc, nous avons une fonction là qui est, vous pouvez voir, E2 qui va lier X majuscule à X minuscule. Et dans le cas qu'on avait avant, X minuscule valait 22 par exemple.
pareil avec I. Voilà, donc maintenant on a un petit programme ici avec une variable qui est, un identificateur qui s'appelle P, qui est utilisé 2 fois dans le programme. À chaque fois dans sa scope, ça s'appelle comment ça en français? Sa portée. Donc à chaque fois le P a une portée différente et la question c'est que va afficher ce programme? Parce que au début nous avons la procédure P qui fait pro 100 et après on a une procédure Q qui va simplement appeler P. Ok. Ensuite, après, on a une autre portée, encore plus locale, qui va définir une nouvelle procédure qui s'appelle P, qui va prose 200. Et ensuite, dans cette portée-là, on appelle Q. Alors là, la question, ça va être, est-ce que Q va prendre le P qui est défini le plus interne, c'est-à-dire le prose 200, ou celui qui a été défini avant, c'est-à-dire le prose 100. Alors moi, je vais vous proposer de faire comme Olivier Bonaventure fait à ses cours, c'est-à-dire que je vais vous poser la question, je vais me retourner et je vais proposer les 2 choix, et si vous êtes d'accord avec le choix que je dis, vous faites comme ça. Si j'entends plus de je sais que c'est la question à laquelle les étudiants sont plus ou moins où il y a la majorité qui choisit. Donc, avec ce programme-là, qui pense que l'appel à Q, donc qui est dans le 2e local, va afficher 100. Ok, donc il n'y a personne. Et j'espère que pour la 2e, il n'y aura pas personne non plus. Quels étudiants pensent que l'appel à Q va afficher 200? D'accord, donc je vois que là, en fait, 100% de la classe pense que ça va afficher Q, ça va afficher 200. Et ça semble logique à première vue parce qu'on a redéfini P avec une nouvelle fonction. Eh bien, laissez-moi vous dire que vous êtes trompé. On va d'ailleurs regarder avec l'exécution ici. Est-ce que je te sais? Ouais, j'ai pas compris. Celle-là, ici, qu'est-ce que ça m'a pris? On appelle la procédure P, du coup ça fait pro. C'est parce que tu l'as défini dessus. Voilà, donc comme vous voyez, le programme n'a pas affiché 200, mais il a bien affiché 100. Alors en fait, dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est qu'au moment où on définit la fonction Q, elle utilise une variable, donc c'est une fonction, c'est une procédure P, mais les procédures se comportent comme des variables. C'est la même chose, de manière interne, c'est la même chose, donc on peut dire que c'est une variable dans ce cas-là. Et en fait, elle va prendre la définition qui est déjà existante et va la stocker dans sa mémoire, donc la fonction Q va en fait être déjà totalement définie par le P qu'on a défini avant, et en mémoire, il n'y a plus cette histoire de P, donc c'est pour ça que ça appelle directement, que ça affiche 100. Voilà. Donc c'est ce que je viens de dire, en fait, quand on définit la fonction Q, avec une variable qui s'appelle P, la fonction va rechercher, voir s'il y a déjà une définition qui existe de cette fonction, de cette variable P. Effectivement, il en existe une, elle a été définie juste avant. Et donc, dans l'environnement de Q, dans ce que je vous ai expliqué juste avant, on va utiliser ce P-là. Peu importe si le P est modifié par après. Voilà. En fait, ça utilise ce qu'on appelle l'environnement contextuel d'une fonction. Et l'environnement contextuel, en fait, ça contient toutes les variables qui sont définies avant la définition de la fonction, mais qui ne sont pas utilisées en tant que... qui ne sont pas des arguments de la fonction. Donc ici, on donne l'exemple d'une procédure qui s'appelle inc, donc pour incrémenter, pour donner à la variable y la valeur de x incrémentée de la variable a. Et vous voyez que ici, a n'est pas un argument de la fonction, donc x et y. Donc a fait partie de son environnement contextuel, parce que c'est quelque chose qui existe, mais qui n'est pas défini dans les arguments de la fonction. Et donc quand on définit une fonction ou une procédure et une fonction c'est la même chose, ça va donc utiliser
toutes les informations qu'on a avant, et donc dans ce cas-là, la variable A qui a été définie par avant. Et donc c'est exactement pareil pour la procédure qu'on avait ici. Ça va utiliser l'information de P qu'on avait avant, et donc browse 100, et c'est pour ça que le programme affiche 100. Voilà, donc ça c'est plus ou moins ce que j'ai expliqué. Hein. C'est directement le code de la procédure Q est directement stocké en mémoire. Hein. Comme vous voyez, au final, les fonctions et les procédures, c'est pareil à des simples variables. C'est juste stocké d'une manière, un format un peu différent, mais c'est stocké en mémoire pareil. Et voilà. Et dans l'environnement, et c'est stocké avec son environnement contextuel, ce qui veut dire que quand on stocke la fonction Q en mémoire, en plus on va à côté, donc là il y a écrit l'environnement contextuel EC, on sait que la variable P à l'intérieur de la fonction Q, en fait, elle va lier à une fonction qui fait browse 100 et non pas browse 200, comme vous avez pu le voir. Voilà. Donc ça c'est ce que je viens d'expliquer. Donc voilà, c'est là. Donc en fait une fonction, une procédure, quand elle est stockée en mémoire, on stocke aussi son environnement contextuel avec, pour savoir justement s'il y a des variables utilisées dans cette fonction qui ne sont pas définies dans les arguments, comme ça on sait quand même ce qu'elles valent, et peu importe si elles sont redéfinies après, on a déjà mis la valeur en mémoire, donc c'est cette valeur-là qu'elle va utiliser. Bon, ça c'est exactement ce que je viens d'expliquer. Ah oui, et aussi les identificateurs donc, qui sont utilisés dans la fonction mais qui ne sont pas définis dans les arguments. Donc par exemple le P dans le cas de la fonction Q, ou alors pour la petite fonction int là, le A, eh ben, c'est appelé des identificateurs libres parce qu'ils ne sont pas définis dans les arguments, ou alors free identifiers en anglais. Voilà, comme ça. Voilà, ça c'est exactement ce que je viens de dire. Là, on a un exemple justement encore avec une fonction Q qui a un argument A, mais dans le code de Q, on utilise P. P n'est pas défini dans les arguments Q, c'est donc un identificateur libre. Et pareil pour l'instruction en dessous. Ça, c'est pas une fonction, mais ça marche aussi pour n'importe quelle instruction. Là, on applique juste une nouvelle valeur à Z qui est x plus y. Dans ce cas-là, x et y sont des identificateurs libres. Parce qu'ils ne sont pas dans la portée du local. Donc si vous aviez eu local Z, X et Y, là ce ne seraient pas des identificateurs libres, mais là ils ne sont pas dans la portée locale, ils ont été définis plus haut. Ce sont donc des identificateurs libres. Voilà. Donc maintenant on va passer aux listes. Alors les listes normalement, pour ceux qui ont eu Info 2, on a déjà parlé un peu de listes fonctionnelles. Ben, ça va être exactement la même chose, sauf que ça va être en OS. Avec un peu de nouveaux trucs quand même, mais du coup vous ne devriez pas être trop dépaysés pour ceux qui ont eu Info 2 et pour les autres, eh bien, on va expliquer ça correctement. Alors en OS, une liste est définie de manière récursive. Alors on vous a déjà parlé des fonctions récursives, mais en fait on peut aussi définir des types de données récursifs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que pour une fonction récursive, ça veut dire que la fonction s'appelait elle-même, donc elle était définie sur base d'elle-même. Et bien là, c'est la même chose. Un type de données récursif, ça veut dire que le type de données est défini sur base de lui-même. Alors, ça peut paraître très bizarre comme ça, mais en fait, c'est assez simple une fois qu'on a compris. Ça veut simplement dire qu'une liste, dans ce cas-là, c'est un élément suivi d'une liste. Gardez ça dans un coin de votre tête, on va voir ça plus en détail par après. Bon, en fait, donc, je pense que je vais écrire ça au tableau, ça sera plus simple. Si Monsieur Caméra veut bien peut-être. Ça va ici? Oui. Donc, dans le cas de OS, les listes sont définies de manière récursive, donc ça veut dire qu'une liste, c'est un élément suivi d'une liste. Donc on part tout d'abord de la liste vide. Donc imaginons qu'on a une liste qui est... Je ne sais pas si vous voyez bien par là. Peut-être plus doucement. Voilà, on peut mettre ça en fond.
Donc imaginons une liste vide, voilà. Ça c'est le bloc de base pour les listes. C'est une liste, c'est juste qu'elle est vide, elle ne contient pas d'éléments. Et donc une liste en OS est une liste récursive. Dans n'importe quel autre langage, le principe des listes récursives elles-mêmes, c'est que ça peut être soit ça, soit on peut avoir un élément, donc imaginez A, suivi d'une liste. Et donc si on met la liste vide, ça fait qu'on a une liste qui contient un élément. On a un élément là, suivi d'une liste vide. Et donc on peut se baser là-dessus pour construire des listes de plus en plus grandes. Si on met l'élément B devant, on a un élément qui est suivi d'une liste. Sauf que la liste, elle est elle-même constituée d'un élément suivi d'une liste. Et donc c'est comme ça qu'on construit des listes de plus en plus grandes en OS. Et comme vous avez pu le voir l'année passée, pour ceux qui avaient quadrille passé, pour ceux qui avaient Info 2, c'était pareil en Java. Voilà, et donc une liste n'est jamais qu'un élément qu'on appelle la tête, qui est suivi lui-même d'une liste qu'on appelle la queue, donc head, tail en anglais, ou alors une liste vide. Et sur base de la liste vide, du coup, on peut créer toutes les sortes de listes. Alors, ici, on vous parle de la notation, comment dire, c'est une manière formelle de noter les listes. Alors la liste vide, en fait, je l'ai notée comme ça, mais en général, on l'appelle nil. En OS, c'est comme ça qu'on va définir la liste vide. Et donc, une liste s'appelle soit nil, donc soit la liste vide, soit un élément, donc la T. T, ça veut dire que ça peut être d'un type n'importe lequel. Donc ça, c'est une liste avec des éléments qui sont de type T. Donc imaginez que T, ça peut être un int, ça peut être n'importe quoi d'autre. Et donc, une liste qui contient des éléments de type T, ça peut être soit la liste vide nil, soit un élément de type T suivi d'une liste elle-même avec le même élément. Voilà. Donc ça, c'est une manière de définir les types de données, une certaine grammaire. Vous allez devoir que vous allez voir. Voilà. Et donc effectivement ici on a deux barres verticales. Attention à ne pas confondre. La première, ça veut dire, celle qui n'est pas entre guillemets, ça veut dire qu'une liste c'est soit nil, soit ce qui est après la barre, donc c'est un ou en fait. Ça fait partie de la définition de cette grammaire-là. Et la deuxième barre qui est entre guillemets, en fait, c'est juste pour dire que c'est vraiment le caractère en lui-même, comme j'ai montré là. En fait, on utilise ce caractère pour dire, pour séparer l'élément à la tête de la liste et puis le reste de la liste. Donc, ça c'est plusieurs exemples de listes. Comme j'ai pu montrer là, donc à chaque fois on a, la première c'est nil, donc une liste vide qui contient aucun élément. Après on a une liste qui contient un élément, 10, une liste qui contient 2 éléments, et ainsi de suite. Voilà, donc ça c'est juste pour expliquer que la manière dont le type était noté juste avant dans la grammaire. Là vous avez par exemple le type int, il est noté comme ça, avec des crochets et puis on écrit int à l'intérieur. Pour une liste de int, on va l'écrire comme le deuxième ici. Et quand on a noté t, donc par exemple pour la liste on avait noté t, c'était juste pour dire que t peut prendre n'importe quel type, c'est une type variable, donc une variable de type. Voilà. C'est juste pour dire que ça peut être n'importe quel type. Voilà. Bon, ça, je pense qu'on peut passer. Voilà. Et donc sur base de cette notation, donc on sait bien, là on a une liste de int par exemple, et on sait que sur base de la définition de la grammaire qu'on avait juste avant, cette liste ça peut être soit nil, soit un élément suivi d'une liste. Donc si on veut reconstruire une liste sur base de cette grammaire, on peut dire, ben voilà, comme premier élément je mets 10, et ensuite j'ai une liste, ensuite j'ai une nouvelle, la liste qui est la tail de cette liste-là, c'est 11 puis une liste, etc. Et donc à la fin, on peut effectivement définir les listes sur base de cette grammaire. Voilà. En OS, évidemment, on ne va pas utiliser cette grammaire parce que c'est un peu
un peu bizarre à utiliser, et pas très facile, pas très facile de programmer avec cette notation-là. Du coup, en OZ, ce qu'on utilise, c'est assez classique, hein, c'est la notation entre crochets, comme vous avez pu voir en Java. Voilà. Et donc, dans cette représentation-là, vous voyez qu'il n'y a pas le nil à la fin. En fait, c'est simplement pour la simplicité qu'on note comme ça. Mais on pourrait aussi noter, effectivement, comme je l'ai montré juste avant, donc, ça, ces deux manières-là d'écrire les listes, c'est deux manières qui fonctionnent en OZ. Selon les notes des listes, vous pouvez utiliser ces deux manières-là. La deuxième est pas mal parce qu'elle vous permet de voir qu'à la fin d'une liste, il y a bien la liste du nil. Et donc c'est plus expressif, disons, mais en pratique, c'est quand même beaucoup plus simple d'utiliser la bête notation entre crochets comme vous avez vu juste avant. Voilà. Ok. Alors, pour vous aider à vous représenter les listes de manière plus simple, vous pouvez vous dire qu'en fait, une liste, ça peut être représenté sous manière d'un arbre. Et que à chaque fois, d'un côté de l'arbre, on a l'élément qui a la tête, et de l'autre côté de l'arbre, on a le reste de la liste, donc qui est également une liste. Donc ici, on a toujours notre liste avec 10, 11, 12. À la racine de l'arbre, on a le caractère du barre verticale qui permet de séparer les deux, simplement. C'est pour dire, voilà, c'est la séparation entre la tête et la queue. Du côté gauche, on met l'élément qui a la tête, donc là c'est un 10. Et puis du côté droit, on va mettre le reste de la liste qui est en lui-même une liste. Et donc on recommence, et après on a séparation à gauche de 11, et à droite le reste de la liste. Et quand on arrive au bout, on a évidemment, encore une fois, la liste vide. Et donc ça peut vous permettre de vous représenter des listes sous une forme d'arbre qui peut être assez visuelle si vous avez besoin de ce genre de représentation. Voilà. Ah oui, alors un truc qu'on peut faire en OS qui est pas mal, c'est qu'on peut mettre des variables qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore été liées, et donc ça peut nous permettre de créer une liste de manière incrémentale. C'est-à-dire qu'on peut créer une liste, on dit voilà, le premier élément de la liste ce sera 5, mais je ne sais pas encore ce sera quoi le reste de la liste. Ça vous sera utile par après. Et donc, en fait, pour ça, il suffit d'utiliser d'autres variables. Et donc, par exemple, ici, on met une variable x1 qui est le début de la liste, qui a comme tête 5 et comme queue une autre liste qui s'appelle x2. Mais on ne connaît pas encore x2, mais c'est pas grave. On peut définir x2 par après. Alors là, on voit que x2, après, on lui donne, vu que c'est une liste, on lui donne comme premier élément 6 et comme queue x3. Donc ça veut dire que la liste au complet x1 vaudra 5, 6 et puis x3 qui est le reste de la liste et qu'on n'a pas encore défini. Et par la suite, on peut effectivement redéfinir x3 et donc là, on aura une liste complète qui est bien terminée par un nil. Et donc, effectivement, avec cette manière-là, vous voyez que chaque x correspond en fait à une séparation dans la liste, une étape dans l'arbre qui représente la liste. Donc x1 c'est tout en haut, x2 c'est au milieu, et x3 c'est tout en bas. Ok, donc ça c'était comment on représente des listes en OZ de manière récursive. Maintenant, avoir des listes c'est bien, mais c'est cool si on peut faire des choses avec. Donc là on va voir quelques manières de faire des calculs basés sur les listes. Alors, donc, l'opération la plus simple qu'on peut faire sur une liste, c'est d'accéder au premier élément, qui est sa tête, la head. Donc là, pour ça, c'est super simple, on prend le nom de la liste. Là, on va noter x. On fait point 1. C'est-à-dire c'est comme si c'était le premier élément de la liste. Voilà. Ça nous donne le premier élément de la liste. Maintenant, si on veut accéder au reste de la liste, donc à la queue, on fait l'opérateur point 2. Il n'est pas possible d'accéder directement aux autres éléments que le premier de la liste, parce que, comme j'arrête pas de vous le répéter depuis tantôt, la liste c'est un élément
suivi d'une liste. Donc si vous voulez par exemple accéder au premier élément au deuxième élément de la liste, eh bien en fait vous devez d'abord accéder à la queue de la liste. Donc ça nous donne toute la liste moins le premier élément. Et donc ça veut dire que si on prend le premier élément de cette liste-là, parce que ça c'est toujours une liste, là on a le deuxième élément. Voilà. Donc il n'est pas possible par exemple d'accéder au dernier élément d'une liste, forcément c'est assez compliqué si on veut le faire comme ça. Voilà. Mais vous verrez que ça nous permet de faire des opérations assez sympathiques, comme on va le voir après. Et évidemment, on peut regarder si la liste est nulle en faisant x égale nil, et en fonction de ça, on peut faire quelque chose ou autre chose, comme on va le voir par après. On peut évidemment définir des fonctions pour faire ça, donc la fonction head qui va retourner le premier élément de la liste, avec l'opérateur que je viens d'expliquer. Et pareil pour la fonction tail qui nous renvoie le reste de la liste, donc la queue de la liste qui est la liste moins le premier élément. Voilà, donc là, petit exemple, si on a une liste qui contient ABC, si on veut prendre la head, donc le premier élément, ça nous retourne évidemment A. Si on veut prendre la queue qui est le reste de la liste, ça nous retourne évidemment une liste qui contient B et C. Et maintenant, si on veut accéder au dernier élément, donc l'élément C, eh bien, vous voyez, c'est un peu compliqué. On doit d'abord récupérer la queue de ABC, donc ça nous renvoie BC. Ensuite, on récupère la queue de ça, ce qui nous renvoie une liste qui contient uniquement C. Et ensuite seulement, on peut récupérer le premier élément qui est C. Et dans ce cas-là, quand on a une liste qui contient uniquement un élément, évidemment, la queue, eh bien, c'est nil, qui est la liste vide. Et donc ça, c'est quelque chose qui est assez simple à voir quand on fait quand on regarde la liste d'une manière. Parce que dans ce cas-là, on aura la barre verticale. Premier élément, c'est A. Deuxième élément, c'est B. Enfin, du coup, là, c'est une liste. Voilà. Comme ça. Donc, vous voyez que pour accéder à l'élément C, ce qu'on va faire, c'est qu'on doit faire. Donc, à chaque fois qu'on fait head, on bouge. On prend le premier élément, donc on bouge vers la gauche, et à chaque fois qu'on fait tail, on bouge vers la droite. Donc vous voyez que si vous avez cette représentation en tête, vous savez que pour accéder à l'élément C, vous devez d'abord faire tail une fois pour arriver là, puis tail une deuxième fois pour arriver là, et ensuite vous faites head pour récupérer le premier élément de la liste qui est C. Voilà, donc maintenant on va parler un peu des fonctions qu'on peut appliquer sur les listes. Ok, donc là on va voir des fonctions qui prennent une liste et qui, en résultat, ressortent une liste. On va aussi regarder, on va aussi voir une fonction sum qui fait la somme des éléments sur une liste. Et à chaque fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une première implémentation. Pour la fonction sum, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une implémentation naïve et puis une implémentation avec les invariants pour voir un peu quelle est la différence, encore une fois, comme vous avez pu voir juste avant. Voilà, donc là, imaginons qu'on ait une liste qui contient des nombres. Pour faire la somme de ces nombres, ben, voilà, normalement c'est assez simple, il suffit d'ajouter chaque élément les uns après les autres, mais il ne faut pas oublier qu'en OS, c'est de la programmation récursive plus ou moins tout le temps, donc on va devoir faire, à chaque fois que vous voulez faire, par exemple, en Java ou en Python une boucle, il faut se dire qu'en OS, ce que vous allez devoir faire, c'est que vous allez devoir créer une fonction récursive. Voilà. Et donc là, dans ce cas-là,
n'oubliez pas qu'une fonction récursive, c'est défini par un cas de base et un cas inductif. Le cas de base, c'est le cas quand on arrive à 0 en général, et donc dans le cas des listes, c'est le cas où on arrive au dernier élément, quand il n'y a plus d'éléments dans la liste, donc c'est quand on arrive à 0. Et quand on a une liste qui est vide, forcément, la somme de ces éléments, c'est 0. Voilà. Et donc, la somme, si on prend ce cas de base, pour faire le cas inductif, c'est assez simple. Si on prend une liste, on va prendre celle-là avec 2 éléments, mais c'est pas grave, pour faire la somme des éléments de cette liste, forcément, c'est le premier élément plus la somme de tout le reste des éléments. Et donc, la somme de tout le reste des éléments, c'est également, ensuite, vu que c'est récursif, le premier élément plus la somme de tout le reste des éléments. Donc, à la fin, on aura une addition qui va prendre chaque élément l'un à la suite de l'autre et qui va nous donner la somme des éléments de la liste. Donc, comment on fait ça en pratique? Alors, ici, vous avez une implémentation naive. Donc, elle n'utilise pas la programmation par invariant. Et elle n'est donc pas récursive terminale. Comme vous pouvez le voir, c'est assez simple. On a une liste L. Si elle vaut nil, c'est-à-dire si elle est vide, c'est 0, comme on l'a dit. Et sinon, eh bien, on prend la tête de la liste, le premier élément, et on ajoute la somme du reste des éléments. Ok, donc ça a le problème que ce n'est pas récursif terminal, c'est-à-dire que vu qu'on va devoir faire la somme du reste des éléments, c'est un appel récursif. Et donc, à chaque fois qu'on fait un appel récursif, la mémoire augmente parce qu'il faut garder en mémoire le fait que quand on a fini de calculer la somme de ces éléments, on doit revenir pour faire la somme avec le premier élément. Parce qu'on a dit que ce n'était pas super. Et c'est pour ça que on va préférer faire une méthode avec un variant et donc avec un accumulateur, qui est le deuxième argument qui s'appelle A ici. Et donc, ça veut dire que le résultat intermédiaire sera gardé dans A au fur et à mesure du calcul. Donc, si la liste est vide, ça veut dire qu'on a fini le calcul, on renvoie cet élément-là. Et sinon, eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on rappelle la fonction directement, comme premier argument qui est la liste, le reste de la liste sur lequel on va faire le calcul, eh bien on prend simplement la queue de la liste et on ajoute à l'accumulateur la tête de la liste. Et donc vous voyez qu'au fur et à mesure des appels, l'accumulateur va grandir, va prendre les éléments un à un, et puis à la fin, cet accumulateur contiendra la valeur finale, et c'est pour ça qu'on pourra le retrouver. Alors dans ce cas-là, l'invariant sera que la somme de la liste, donc L0, c'est la liste initiale, c'est-à-dire la liste avant qu'on ait fait quelques modifications dessus, eh bien la somme de tous ces éléments-là, en tout temps du programme, ce sera la somme de la liste en cours, c'est-à-dire celle de laquelle on aura potentiellement déjà enlevé des éléments, et de l'accumulateur qui contient le résultat obtenu jusqu'à ici. On peut définir une autre fonction sur les listes qui est la fonction end, qui veut dire récupérer l'élément numéro n de la fonction. Alors dans ce cas-là, on va dire que le premier élément, c'est l'élément 1 et non pas 0, ce qui peut être un peu dommage par rapport aux index des tableaux qui commencent à 0, par exemple, comme vous avez pu le voir avant. Mais ici, on se dit vraiment que c'est l'élément 1, c'est-à-dire c'est le premier élément, donc c'est le premier élément. Quoi. Voilà. Et donc, pareil, cette fonction-là, on peut la définir de manière récursive. Et vu que sur notre liste, on a donc la fonction n, elle prend l'argument de la liste en elle-même et évidemment le numéro de l'élément en question. Alors du coup, par exemple, si on veut le troisième élément, lors de l'appel récursif, on va diminuer ce n. Donc le cas de base, c'est quand n vaut 1, le résultat, c'est l'élément actuel. Donc c'est n. Si n est plus grand que 1, alors on va réappeler la fonction n sur la queue et on va diminuer n de 1.
et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à n qui vont 3. Voilà. Donc ça, c'est notre fonction nth. Et comme vous pouvez le voir, celle-là, elle est récursive terminale, puisque le dernier appel, ici, on n'a pas d'opération faite sur base de l'appel récursif. On n'a pas d'addition, par exemple, comme on pouvait avoir avant. Avec l'appel récursif, on a directement l'appel. Et donc, c'est pour ça que cette fonction est récursive terminale. D'ailleurs, je peux même vous montrer comment elle marche. Vous pouvez même faire pareil avec sum, en fait. Donc, ok, il faut répéter. Vu qu'on utilise des fonctions head et tail, il faut d'abord que je déclare ces fonctions-là. Voilà, là je viens de déclarer les fonctions head et tail. Ça n'affiche encore rien puisque je n'ai encore fait aucune opération. J'ai juste déclaré des fonctions. Et ensuite, on peut appeler la fonction m. Donc je la déclare ici. Voilà, avec, par exemple, ici j'ai deux exemples. Donc j'ai, ici on a une liste qui contient 5 éléments, A, B, C, D, E, et on va accéder au 4e élément. Voilà. On va accéder au 4e élément. Donc 1, 2, 3, 4. Le 4e élément c'est D. On va voir si c'est correct. Voilà, D. Maintenant, j'ai une question pour vous, c'est ici. Si je veux accéder au 6e élément, la liste, elle ne contient que 5 éléments. Du coup, si j'accède au 6e élément, à votre avis, qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que quelqu'un a une idée? Alors, on peut regarder ensemble. Voilà. Alors, vous pouvez voir que si vous essayez de faire ça, il y a Oz qui ne va pas être très content, il va vous dire attention, ça ne marche pas. Et vous allez avoir une erreur comme ça, ce qui est normal parce que votre fonction, elle va tenter d'accéder à l'élément numéro 6. Donc au fur et à mesure des appels récursifs, à un moment, vous allez avoir nil et vous allez tenter d'accéder à la tail alors qu'on est déjà à nil, et donc ça va juste pas marcher. Et donc dans ce cas-là, on a une erreur. Ok, donc maintenant on va parler un peu de pattern matching. Donc pour les fonctions ici, donc sum et tail, sum et int, ce qu'on a fait pour savoir si on était arrivé à la fin de la liste ou pas, c'est qu'on faisait L égale if L égale nil, else quelque chose. On a fait ça ici pour sum, et on a fait ça également, ici c'était avec n du coup. Voilà. Cependant, faire ce genre de check avec un if et L égale nil, c'est pas très beau, on n'aime pas trop. Du coup, on a une autre manière de le faire qui est un peu plus élégante, qui est d'utiliser du pattern matching. Ça veut dire qu'on va dire, voilà, si ta variable a cette forme-là, tu fais un certain truc. Vous allez voir ce que je veux dire tout de suite. Donc ici, imaginons qu'on ait la liste dont je vous parle depuis tantôt, représentée sous forme d'arbre avec 10, 11 et 12 comme éléments. On peut dire que cette liste-là, elle a une certaine forme, qui est la forme head bar tail, ou h bar t. Et comme vous pouvez voir ici en dessous de la slide, pour dire ça, on utilise l'instruction case of. Donc case L, donc qui est notre liste, of
H bar T, et H bar T, en fait, c'est ça qu'on appelle le pattern, et c'est pour ça qu'on dit qu'on fait du pattern matching. Et vous pouvez voir, le pattern, il peut aussi prendre une certaine forme d'arbre, comme vous pouvez voir ici, et vous voyez que ça correspond. Et dans ce cas-là, le H correspond au 10, et le T correspond au reste de la liste. Et donc, ce qui est génial, c'est que dans votre programme, si vous utilisez ça, le H va effectivement prendre la valeur 10 et le T va effectivement prendre la valeur du reste de la liste. Donc en fait, elles vont se comporter comme des variables une fois que vous allez utiliser ça. Et donc vous pourrez utiliser dans le reste des calculs H et T comme si c'était head et tail. Et en général, c'est comme ça qu'on fait pour faire des fonctions sur les listes en E. Voilà, ici, ça c'est ce que je viens de dire, le H va prendre la valeur 10 et le T va prendre le reste de la liste. Et donc, on peut faire des fonctions qui sont, à mon sens, un peu plus élégantes. Par exemple, la fonction sum, version naïve, en utilisant le pattern matching, on a case de L. Si L vaut nil, eh bien, alors on retourne 0, parce que la somme d'une liste vide, c'est 0. Et si c'est H bar T, alors on fait l'appel récursif, donc on fait le premier élément plus la somme du reste de la liste. Une petite note sur la syntaxe, comme vous pouvez voir, le premier, là on veut voir si la liste est dans une certaine pattern, le pattern soit nil, soit H, donc nil c'est dans le cas où la liste est vide, soit H et T dans le cas où la liste a plus d'un élément, enfin un élément ou plus. Pour le premier pattern on note off, mais pour tous les patterns qui vont suivre après, en fait on note comme ça, et donc ça c'est... Ah oui, vous pouvez faire la chose. Ah c'est vrai. Comme ça, et ça c'est simplement crochet ouvrant, crochet fermant, directement l'un à côté de l'autre. Voilà, ne me demandez pas pourquoi c'est comme ça, c'est le langage qui veut ça. Mais voilà, et donc si vous avez plus que deux patterns, tous les patterns après le premier auront ça. Là on pourrait rajouter un autre pattern qui aurait, et pour commencer la ligne, on devrait également mettre ça. Voilà, donc ça c'est une version qui n'est... qui est naïve et qui n'est pas avec les invariants. Un peu de vocabulaire, donc nil c'est le pattern, nil ou H et T c'est le pattern, et pour chaque pattern on a ce qu'on appelle la clause, donc c'est dans le cas du pattern on fait ça, dans le cas de l'autre pattern on fait ça, et bien ça c'est ce qu'on appelle la clause. Voilà, ici on a la deuxième clause avec H bar T qui est le pattern. Voilà. Évidemment, elles sont faites dans l'ordre. En fait, c'est plus ou moins comme les case of en Java. Normalement, vous avez déjà vu ça aussi. Évidemment, elles sont testées dans l'ordre du programme. Donc, quand on arrive là, dans ce programme-là, on va arriver à la première clause, et donc on va regarder le premier pattern qui est nul. Si ça match, on va l'exécuter. Donc là, on va juste renvoyer 0. Et après, on ne fait plus rien. Évidemment, quand on a exécuté un pattern, on ne fait plus rien. Et voilà, donc dans le cadre d'une fonction récursive, à chaque appel récursif, on va exécuter la clause et on va faire l'appel récursif. Et la première qui match, si on a plusieurs qui matchent, ce qui est possible en fonction du programme, vu qu'on les fait dans l'ordre textuel, ce n'est que la première qui match qui sera effectuée. Il pourrait y en avoir une autre qui match après, mais elle ne sera pas effectuée. Voilà. Ok. Donc maintenant, vu que ça c'est pas très beau, vu qu'il n'y a pas d'invariant, c'est pas récursif terminal, la mémoire explose quand on utilise ça, c'est pas génial. Il y a une version évidemment qui est récursif terminal, encore une fois, avec un accumulateur qui est celle-ci. Donc vous voyez, on check, on fait du pattern matching, donc on regarde si la liste vaut nil, si oui, on retourne l'accumulateur, qui s'appelle hack ici, et dans le cas où elle n'est pas vide, donc ça veut dire qu'elle respecte le pattern H bar T, alors dans ce cas-là, on fait l'appel récursif sur... et donc c'est là que vous pouvez bien voir qu'on peut effectivement utiliser les variables dans le pattern, donc H et T, pour faire des calculs à la suite. Vous prenez T qui est la queue de la liste en tant que la liste sur laquelle il faut continuer de faire l'opération, et vous ajoutez H qui est la tête à l'accumulateur.
Voilà. Donc des programmes comme ça, vous allez en faire des milliers pendant ce cours. Pour le TP que vous allez avoir, le TP qui va suivre ce cours, vous allez faire plein de trucs comme ça, avec des cases et des appels récursifs terminaux comme ça. Donc ça, c'est vraiment très important. Voilà, évidemment, dans ce cas-là, on est sur somme, l'invariant est toujours le même. Hein. C'est que la somme de la liste initiale est égale à l'accumulateur plus la somme du reste de la liste qu'on n'a pas encore fait. Voilà. Bon, je pense, avant la pause, on va un peu parler du kernel language. Donc on va parler du kernel language, on fera la pause et après on parlera des arbres. Un peu de calme s'il vous plaît. Donc le kernel language, qu'est-ce que c'est? Normalement, vous avez déjà dû entendre ce mot, il me semble que Peter l'a mentionné au premier cours. Le kernel language, c'est un langage qui est plus bas niveau que le langage que vous allez écrire et qui permet de comprendre vraiment les sémantiques d'un programme. Et les sémantiques, ça veut simplement dire qu'est-ce qui se passe exactement à l'exécution. Et ça, c'est le langage, le kernel language, donc c'est le langage qui est plus bas, qui permet de comprendre bien les sémantiques. Il y a une autre partie qui s'appelle l'abstract machine que vous verrez plus tard. Et donc là, et au premier cours, Peter vous a dit que chaque paradigme de programmation avait son kernel language. On appelle ça, en français c'est je ne sais pas si c'est un mot en français. On va appeler ça kernel language. Et il vous a dit que chaque paradigme avait le sien, et donc là on va voir celui de la programmation fonctionnelle, ce qui est ce qu'on voit depuis le début du cours. Après vous allez voir d'autres paradigmes, et vous verrez qu'en fait les autres paradigmes, leur kernel language est très très semblable à celui de la programmation fonctionnelle. Souvent ils ajoutent juste un concept, et ça fait que ça ouvre un nouveau paradigme. Et donc là on va voir le premier qui est un peu la base de tout. Et pour avoir un programme en kernel language sur base d'un programme que vous auriez écrit, c'est assez simple. C'est vraiment une application de concepts, de 3 règles en fait, une application de 3 règles. Et si vous appliquez ça sur votre programme, limite sans réfléchir, votre programme sera traduit en langage kernel comme ça d'un claquement de doigts. Le premier, c'est le plus important, je crois, c'est que tous les résultats intermédiaires sont visibles. Donc par exemple, si vous avez un calcul qui fait x égale 1 plus 2 plus 3 plus 4, en fait, en pratique, les calculs qui vont se faire, c'est 4 plus 3. Enfin, l'ordre, on s'en fiche un peu, mais voilà, ça va être, à chaque fois, il n'y a que deux nombres qui seront ajoutés en même temps. Donc on aura 4 plus 3, ça, en fait, ça va être stocké en mémoire, puis après on va faire ça plus 2, qui va être à nouveau stocké en mémoire, et puis on va ajouter finalement 1, et ça, ce sera le résultat final. Donc vous voyez que là, en fait, on a 2 résultats intermédiaires, avant d'avoir le résultat de x. Mais on ne les affiche pas, on les fait directement quand on écrit le programme. Alors, l'idée du kernel language, ça va être que ça, ce sera déroulé, et donc chaque calcul intermédiaire, chaque résultat intermédiaire sera noté. Alors évidemment, les programmes seront plus longs, et un peu moins lisibles, mais ce qui est bien, c'est que du coup, vous pouvez voir exactement comment ça marche. Le deuxième principe, c'est que les fonctions deviennent des procédures. Alors tantôt, je vous ai dit que fonction et procédure, c'était la même chose. En fait, j'ai menti. Les fonctions, ce sont, c'est ce que vous connaissez, ce sont une suite d'instructions qui, à la fin, retournent un résultat. En OS, ça a vraiment une définition très précise, c'est ce que ça retourne un résultat. Donc, par exemple, pour ceux qui ont fait du Java, c'est toutes les fonctions qui ne sont pas void. Et donc, vous m'avez sûrement vu venir, les procédures, c'est simplement comme si vous aviez la même chose, mais qui ne retourne pas de résultat. Donc, pour ceux qui ont fait du Java, les procédures, c'est une fonction void, simplement. Une fonction qui ne retourne rien. Et en fait, c'est plus ou moins équivalent parce que toutes les fonctions peuvent être transformées en procédures. C'est juste qu'au lieu de retourner le résultat à la fin, on va donner un argument en plus, qui va être l'argument qui stockera le résultat. Et donc, à la fin de la fonction,
à la fin de la procédure, eh bien, l'argument, en général on l'appelle R pour résulte, l'argument R eh bien, contiendra le résultat de la fonction. Donc c'est assez simple à transformer. Voilà. Et aussi le dernier principe qui est, disons, un peu moins important, mais voilà, c'est que on doit dérouler plus ou moins tout ce qui est, tous les appels qui sont faits à l'intérieur, enfin des appels internes, dans des if, tout ça, on déroule tout, et vous allez voir ce que je veux dire. Donc par exemple, là on a la fonction length, on a vu juste on avait vu sum, mais sum et length c'est plus ou moins pareil, c'est juste que length on ajoute 1 à chaque élément, alors que sum à chaque élément on ajoutait l'élément lui-même. Avec du pattern matching parce que c'est plus beau. Récursif terminal parce que c'est mieux. Donc là, vous voyez que on a le résultat, on a l'accumulateur qui s'appelle n dans ce cas-ci, qui va récupérer la longueur de la fonction, après, une fois que c'est fini. Et donc ça, c'est le programme comme vous pourriez l'écrire. Et là, c'est, attention, boum, le programme en langage kernel. Alors, c'est beaucoup plus long, évidemment. Donc on va regarder ça ensemble. Première chose, donc vous voyez que la fonction est devenue une procédure. Là, on avait une fonction qui retournait un résultat n. Ici, on a une procédure avec effectivement l'argument r à la fin pour résulte. Donc, exactement ce que je vous ai dit, une fonction se transforme en une procédure avec un argument en plus. Et vous voyez qu'à la fin de la fonction, donc quand la liste est vide, simplement on met le résultat à n. Voilà, ça c'est première étape faite, transformer la fonction en procédure. Ok. Maintenant, donc l'instruction case, vous pouvez l'utiliser, elle fait partie du langage kernel aussi. On avait le fait que ici, on faisait directement n plus 1 dans l'appel à la fonction. Or ça c'est un résultat intermédiaire, parce que ce qu'on fait c'est qu'on fait n plus 1, on le stocke en mémoire, et puis on utilise ce résultat dans la fonction length. Et donc comme je vous ai dit, vu que tous les résultats intermédiaires doivent être explicitement notés, eh bien vous voyez qu'ici on introduit une variable locale n1 qui va prendre le résultat de n plus 1, et après on met ça là. En fait c'est simplement ce que vous faites dans votre tête, c'est juste que vous l'exprimez, vous l'écrivez de manière explicite. Tout est écrit de manière explicite. Voilà. Et ensuite, évidemment, ça vous verrez plus tard, dans le cas où il y a une erreur, normalement on ne le note pas, mais comme je vous ai montré juste avant d'ailleurs, quand on essaye d'accéder au 6e élément, ça fait une erreur, mais ça vous ne l'avez pas noté, c'est fait automatiquement par le langage. Eh bien en kernel language, vu qu'on doit tout expliciter, eh bien ça on le note aussi. Voilà, mais ça vous verrez un peu plus tard. Voilà. Comme je vous ai, ça je l'ai expliqué juste avant, une procédure, pour transformer une fonction en procédure, il suffit juste de rajouter un argument. Et en fait, pourquoi dans le kernel language on utilise des procédures et pas des fonctions? En fait, c'est parce qu'on veut garder l'ensemble des concepts à une taille minimum. Et donc là, on a deux trucs, procédures et fonctions, qui sont très similaires. Et donc, ce qu'on veut faire, c'est pourquoi avoir deux concepts différents alors qu'en fait, ils sont similaires. Et donc, on va en garder que un, on va garder les procédures et dire, voilà, une fonction, c'est juste une procédure avec un argument en plus. Vous allez voir pareil après avec les tuples et les records, quand vous verrez ça, c'est plus ou moins la même idée. Voilà, donc traduire des programmes en kernel language, c'est quelque chose qu'on va vous demander de faire aussi pour lors des séances d'exercice. Et moi, il me semble que j'avais eu ça à l'examen. Donc c'est aussi important à savoir. Et puis, c'est très important pour bien comprendre comment marche votre programme. Voilà, donc vous pouvez utiliser que les instructions du kernel language. Donc, par exemple, ça veut dire que, comme je viens de vous le dire, les fonctions dans le kernel language, ça n'existe pas. Donc c'est pour ça qu'il faut transformer les fonctions en procédure. Toutes les variables cachées, les résultats intermédiaires deviennent visibles en introduisant des variables locales. Et
Et voilà. Donc les conséquences, c'est que, évidemment, les programmes en kernel language sont plus longs, comme vous avez pu le voir, mais c'est pratique parce que ça permet de voir vraiment tout ce qui est fait, et on peut aussi facilement voir si les programmes sont récursifs terminaux ou pas. Et ça, c'est quand même vachement pas mal. Parce que, par exemple, ici, on a notre programme qui est récursif terminal. Vous voyez qu'il est, ok, il est plus long que celui d'avant, mais le reste, ça va. Alors que si vous aviez eu un programme qui n'est pas récursif terminal, eh bien en fait, bon, là forcément j'ai pas l'exemple, mais vu qu'à chaque fois ici vous auriez eu 1 plus la longueur sur le reste de la liste, ben à chaque fois vous aurez dû comment dire, dérouler le code de la ligne, faire le calcul, mettre des variables intermédiaires, et donc en fait vous voyez très vite si c'est récursif terminal ou pas, parce que le programme commence à gagner en taille de plus en plus. Et ça explose en fait. Et donc et à ce moment-là, quand vous travaillez en kernel language, vous pouvez voir vraiment que la mémoire de votre ordinateur, elle commence à exploser. Ouais. Évidemment, vous pouvez exécuter ça en OZ, hein, puisque c'est la même syntaxe qu'en OZ. Voilà. Donc vous pouvez tester ça dans votre environnement OZ, pas de problème. Et donc ici vous avez la grammaire du kernel language. Donc ça, Peter vous l'avait montré la semaine passée, il me semble. Et donc, voilà, ça c'est toutes les instructions en fait qui existent dans le kernel language. Donc on a, vous voyez qu'il y a le skip, ça veut juste dire rien, c'est pas l'instruction. Vous avez les locales, vous avez les if, vous avez les proc, vous n'avez pas les functions, puisque ce sont des procédures. Et vous avez les cases. Et voilà. Bon, ça, c'est pas très. Il faut pas retenir ça par cœur, évidemment. C'est juste pour dire, voilà, dans le kernel language, on peut faire ça. C'est de la documentation, mais ça, vous pouvez pas retenir. Ok, bon, je pense qu'on va faire une pause maintenant, si ça vous va. Et après, on parlera des armes. Donc oui, donc on va se concentrer sur les arbres maintenant. C'est principalement une structure de données comme les listes, mais on va voir que faire des calculs avec des arbres c'est un peu plus compliqué. Donc c'est pour ça qu'on va passer une plus grande majorité du temps à voir un peu ce que c'est les arbres. Donc comme j'ai dit juste maintenant, c'est que les arbres sont une structure de données importante. Pourquoi? Parce que vous allez voir qu'on va faire des exercices pendant les TP qui vont se concentrer essentiellement sur tout ce qui est arbre. Ce qui est bien aussi avec les arbres, c'est que c'est une forme de programmation orientée but. Donc si vous avez un arbre, vous pouvez maintenir une structure en but pendant que vous allez calculer des choses sur les arbres. Par exemple, si vous avez des arbres ordonnés, ce qu'on va voir maintenant, vous allez maintenir cette propriété-là sur les arbres. Et donc, pour pouvoir faire ça, on va regarder ensemble d'abord la définition d'un arbre. Comme une liste, on a une grammaire BNF, on a notre arbre ici, qui peut être soit une feuille, ou alors une structure de données qui commence avec un T, ça peut être n'importe quoi, mais là, ici on le représente avec un T, suivi d'une valeur, T, un type n'importe quel, et des sous-arbres qu'on appelle, ici dans notre cas, des branches de l'arbre. Donc on peut en avoir 2, 3, 4 ou 5. Donc vous pouvez remarquer que les arbres et les listes, c'est plus ou moins la même chose, sauf que les arbres, on a plus de branches, alors qu'avec une liste, on n'a qu'une seule branche. Donc en gros, les arbres, c'est une structure de données un peu plus générale que les listes. Donc là, c'était un exemple un peu plus visuel, parce que c'est un arbre. On déclare une variable T qui représente notre arbre. On a comme nœud principal 100, qui est notre valeur. Et puis ensuite, on a plusieurs branches. On a 10, 20, 30, qui est les sous-arbres de notre arbre. Et ensuite, pour terminer l'arbre, on a un mot-clé spécial, comme dans les listes. Ici, on l'appelle if, mais avant, vous avez vu que c'était infini, donc on l'appelait n'importe comment. Donc ça c'est ce que j'ai dit. En fait, on peut regarder, si on compare la définition entre les arbres et les listes, on peut voir qu'on a la même chose,
sauf que au niveau des listes, on n'a qu'une seule branche, alors qu'avec les arbres, on peut avoir n'importe quel nombre de branches. Voilà. Donc là, c'est bien, on a une vue d'ensemble de ce qu'est un arbre, mais on peut faire des calculs un peu plus compliqués avec les arbres, notamment en utilisant des arbres ordonnés. Donc qu'est-ce qu'un arbre ordonné? C'est la même chose qu'un arbre, sauf que si on prend un nœud, par exemple ici le premier nœud, on a notre clé 3, tout ce qui est à gauche de l'arbre est plus petit que la valeur 3, et tout ce qui est à droite de l'arbre est plus grand que la valeur 3. Donc si je descends à gauche, on voit bien que ma clé, qui est en fait l'élément qui va être déterminant pour pouvoir savoir si on est ordonné ou pas dans un arbre, la clé 1 est plus petite que la clé 3, donc c'est bien un arbre ordonné. Et pareil, si on descend à droite, on a tout ce qui est à droite qui est plus grand que la clé 3. Et donc ça, c'est une propriété importante pour pouvoir, par exemple, faire des tris ou faire d'autres structures de données, d'autres algorithmes un peu plus poussés. Donc, oui, donc ici, on a la clé et une valeur. Donc avant, on avait ici dans l'autre slide une définition avec T, ça peut être n'importe quoi. Et là, nous, ce qu'on a fait, simplement, on a dit qu'un arbre ordonné, c'est une clé et une valeur. Mais si vous voulez simplement avoir une clé, c'est possible aussi. Donc voilà, donc là, on a un exemple d'arbre ordonné qui va faire un mapping entre les mots anglais et les mots français. Et donc là, on peut voir que si on descend à gauche de l'arbre, on a notre clé qui est horse, qui est un cheval. Et donc tout ce qui est à gauche de l'arbre, ça sera plus petit, donc ça sera des mots qui seront plus petits alphabétiquement parlant. Et donc, si on a un chien qui est plus petit que horse, donc D plus petit que H, et pareil, si on continue toujours à descendre vers la gauche, on aura toujours des valeurs plus petites. Pareil, si on va à droite, on aura des valeurs plus grandes. Et ça, c'est une propriété importante. Donc pour chaque sous-arbre, sous-ensemble, sous-arbre de l'arbre, on aura toujours la même propriété qui sera validée. Donc là, c'était un exemple avec le cheval et la souris. Donc, si on descend d'un arbre à notre nœud cheval, on descend, on voit bien que le cheval est plus petit, il est plus petit que le singe, H est plus petit que M. Et donc on a bien quelque chose qui est ordonné. Voilà, donc ça c'est très important, donc ça c'était la base pour pouvoir faire des choses un peu plus poussées avec les arbres, notamment pour pouvoir faire de la recherche dans un arbre. Si par exemple vous avez précédemment un dictionnaire et vous voulez chercher si une valeur se trouve dans le dictionnaire, avec les arbres, vous pouvez le faire de manière assez simple. C'est une structure de données qui est très importante pour faire de la recherche notamment. Et donc, grâce à un arbre, on peut faire de la recherche, on peut faire aussi de l'insertion et de la suppression de données. On va voir ensemble les trois fonctions qu'on peut utiliser dans les arbres. La première, ça sera rechercher des informations dans un arbre. Là, ici, on a juste le code qui permet en fait de pouvoir faire une recherche dans l'arbre. Donc, je vais simplement faire un petit exemple avec un arbre pour qu'on comprenne un peu correctement l'algorithme. On va prendre un petit arbre tout simple. On a notre nœud 5. Ensuite, on va mettre 3. Ici, on va mettre 1. Puis on va mettre donc, qu'est-ce que fait la fonction là? Donc, elle prend un arbre et une valeur en argument. Donc, T c'est notre arbre et K c'est la valeur qu'on veut trouver. Admettons, j'aimerais bien trouver la valeur 7. J'aimerais bien trouver 7. Donc, qu'est-ce que je fais? Je donne mon arbre et la valeur à ma fonction lookup. Et je regarde un peu ce que fait le pattern matching. Donc, la première ligne, on va regarder si on est bien sur une feuille. Donc, est-ce qu'au premier élément de mon nœud, j'ai une feuille? Non, j'ai 5. Donc, je vais regarder si je suis à la seconde ligne, qui y value T1, T2. Je suis bien dans cet élément-là parce que j'ai bien un nœud avec une valeur suivie de 2 branches. Mais le problème, c'est que la condition ici, elle me demande que K est égal à Y. Est-ce que 5 est égal à 7? Non. Donc, ce que je dois faire, c'est de regarder en bas. Mais comme 7 est plus grand que 5,
je dois aller à gauche, à droite, pardon. Et donc, quand je vais à droite, je vais aller dans la dernière condition ici. Je vais rappeler récursivement la fonction lookup avec mon cas qui est mon élément que je veux chercher, puis ensuite T2. Et T2, dans mon cas, ça sera cet ensemble-là. Donc ça sera mon arbre sur lequel je vais regarder si 7 est dans l'arbre ou pas. Je réapplique la fonction, je regarde si c'est une feuille, non, c'est pas une feuille. Est-ce que 7 est égal à l'élément que je veux chercher? C'est bien ça. Donc on a trouvé, et donc la fonction va me renvoyer un true ou non. Donc ici, dans ce cas-là, elle va me renvoyer forme, vie, et le V, là, ça sera la valeur qui sera contenue dans le nœud 7. Jusqu'ici, tout va bien? Ok, nickel. Alors, donc on peut s'interroger maintenant sur l'efficacité d'une recherche avec un arbre au niveau complexité temporelle. Donc, je ne sais pas si vous savez, vous vous souvenez de ce que c'est une complexité temporelle. Si on va regarder la complexité asymptotique d'une fonction, voir un peu pour des valeurs très grandes et infinies, voir en quel temps théorique elle peut s'exécuter. Donc, si par exemple mon arbre est balancé, qu'est-ce que veut dire balancer? Ça veut dire qu'il a bien des nœuds à gauche et à droite. Ça, c'est quelque chose qui est balancé parce qu'on peut voir qu'à gauche et à droite, on a quelque chose de plus ou moins correct. Et si on avait par exemple un arbre de cette manière-là, là, ça ne sera pas balancé, ça pourrait être plus s'apparenter à une liste. Mais de manière générale, si on peut arriver à voir si l'arbre est balancé, on peut se dire que la fonction va s'exécuter en temps logarithmique. Et donc ici, on voit bien qu'on met log de 2 de n étant la taille de l'arbre, donc le nombre d'éléments qu'on a dans l'arbre. Et donc ça veut dire que si on veut faire une recherche avec beaucoup d'éléments, donc si par exemple on a dans notre arbre énormément d'éléments, par exemple 1000 éléments, et bien ça veut dire qu'on va faire le logarithme de 1000, donc ça veut dire qu'on va en moyenne faire 10 recherches dans l'arbre pour voir si on se trouve dedans ou pas. Mais ça, c'est en complexité générale, parce qu'on n'a pas la possibilité de savoir si un arbre sera balancé ou pas. Admettons que j'ajoute dans mon arbre séquentiellement un nombre décroissant de valeurs, alors mon arbre aura toujours une branche. Elle aura toujours une branche qui va de, par exemple, 7, puis 6, puis 2, 1. Donc ça, c'est pas balancé. Donc ça, la complexité temporelle de l'algorithme sera de O de n. Pourquoi? Parce qu'il faudra au maximum traverser tous les éléments qui se trouvent dans mon tableau, dans mon arbre, pour pouvoir trouver la valeur. Oui, donc voilà, c'est ça. Donc il faut bien faire une distinction entre arbre balancé de manière générale et arbre qui n'est pas balancé. Mais bon, en général, quand on va rajouter des éléments dans un arbre, on peut se dire qu'en moyenne, il va ressembler à un arbre plus ou moins balancé, comme dans le cas de gauche ici. Alors, donc là on a fait la recherche. Maintenant, ce qu'on va faire, l'insertion d'éléments dans un arbre. Donc, dans un arbre binaire ordonné. Donc c'est pareil. Donc imaginons que je prends mon arbre ici. J'aimerais bien rajouter une valeur, mettons 6. Donc 6, normalement, il doit se trouver à un endroit correct de l'arbre pour respecter la condition de base qui est que l'arbre doit être ordonné. Donc je ne peux pas l'insérer n'importe où, par exemple. Je ne peux pas l'insérer par exemple ici parce que si je regarde ma définition d'un arbre ordonné, tout ce qui se trouve à gauche de l'arbre doit être plus petit que 5. Donc dans ce cas-là, le seul endroit où je peux le placer, c'est à droite de l'arbre. Et donc on a juste un algorithme que je vais montrer plus tard qui permet de faire ça. Donc, ce qu'on va faire, on va regarder depuis le début de l'arbre si on peut l'insérer. Par exemple, je prends mon arbre, je regarde un peu le 5. Est-ce que 6 est plus grand que 5? Oui. Donc je dois aller à droite.
j'ai mon arbre qui commence avec mon sous-arbre qui commence avec 7. Ah, si c'est plus petit que 7, donc je dois aller à gauche. À gauche, j'ai rien, j'ai donc comme j'ai plus rien, c'est l'endroit où je vais rajouter mon nouveau nœud, mon nouvel élément avec la clé 6. Donc ici, ce que je vais faire, je vais simplement rajouter le nœud 6. Donc voilà l'algorithme. Ce qu'il y a, c'est qu'on va regarder un peu le premier élément. Si on est dans une feuille, non, on n'est pas dans une feuille, donc on va regarder si on est dans le cas d'un arbre. Si on est dans le cas d'un arbre, on a plusieurs possibilités. Soit le nœud est égal ou pas. Si c'est égal, alors là, on va faire simplement un remplacement. Donc, si par exemple, j'avais voulu simplement insérer à la valeur, au nœud 3, une valeur, et bien simplement, comme mon nœud se trouve déjà dans l'arbre, ce que je vais faire simplement, c'est de remplacer la valeur qui se trouve dans ce nœud-là. Et donc là, si je suis dans ce cas-là, alors ce que je fais, je vais retourner un arbre avec la valeur K qui est le 3. Ensuite, la valeur que je veux remplacer, je vais l'intégrer dans ce nœud-là. Dans ce cas-là, ça me donne la valeur du nœud. Et ensuite, je replie l'arbre 1 et 4. Alors, vous voyez un peu ici que c'est un peu différent d'une autre façon que vous avez vu les arbres. C'est que dans les arbres, dans la programmation en pause, en tout cas en programmation fonctionnelle, il faut retourner obligatoirement l'arbre. On ne peut pas remplacer une valeur comme ça dans l'arbre. Pourquoi? Parce que comme on ne peut pas sauver, on ne peut pas récupérer une valeur déjà assignée à un emplacement mémoire, la seule façon de pouvoir réinsérer un objet dans un arbre, c'est de recréer l'arbre au complet. Et donc au final, ce qu'on aura, c'est qu'on aura deux arbres. On aura l'arbre sans mon élément 3 et un autre arbre que je vais recopier avec la fonction insert qui va remplacer la valeur que je lui aurais demandé de remplacer dans le 3. Alors, on peut faire aussi des divisions, des suppressions dans l'arbre. C'est un peu plus compliqué cette fonction-là, puisque de base, ce qu'on pourrait se dire, c'est que si j'ai envie de supprimer le nœud 7, ce que je peux faire, c'est simplement virer et puis refaire un arbre pour réattacher le 6 et le 9 sur mon nœud suivant le nœud au-dessus. Mais ça, c'est pas bien parce que ce qu'on veut, c'est respecter la condition que l'arbre soit ordonné dans tous les cas. Et donc il y a des petites manipulations à faire pour pouvoir réinsérer des valeurs, supprimer des valeurs dans un arbre. Donc, ce qu'il faut faire, c'est, une fois qu'on a trouvé le nœud qu'on peut supprimer, c'est de réparer l'arbre. Donc imaginons là, je veux supprimer le 7, je dois réparer l'arbre, je dois reconstruire ce sous-arbre de telle façon à ce que ma propriété principale, qui est d'avoir un arbre ordonné, soit encore maintenu après la suppression de la ligne. Et donc, il y a plusieurs cas. Soit l'élément que je veux supprimer se trouve simplement à côté d'un nœud ou d'un rien, donc ou à gauche ou à droite on a un sous-arbre. Dans ce cas-là, c'est simplement on supprime la valeur du point d'interrogation et on reprend simplement le sous-arbre. Donc là, c'est bon. Mais maintenant, si on veut simplement supprimer une valeur qui se trouve dans un arbre et qui se trouve complètement au hasard à l'intérieur de notre sous-arbre, alors là, il faudra que je fasse une petite manipulation. Et donc, il faut se souvenir de la propriété, c'est que tout ce qui est à droite est plus grand. Et donc, l'idée, c'est pour pouvoir supprimer le nœud 7, il faut retrouver dans le sous-arbre en dessous de 7, le plus petit élément du sous-arbre de droite. Donc si j'ai le plus petit élément du sous-arbre de droite, alors je peux simplement interpréter les nœuds avec et avoir mon arbre qui respecte la propriété des binary tree. Donc l'idée c'est que on va définir une sous-fonction auxiliaire qui permettra de pouvoir supprimer la valeur qu'on veut et ensuite chercher aussi la plus grande valeur du sous-arbre la plus petite valeur du sous-arbre de droite. Alors donc d'abord je vais expliquer cette fonction-là.
qui est en fait l'application de cette slide-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver notre nœud qu'on va supprimer, donc le Y. Et ensuite, une fois qu'on a le Y, ce qu'on va faire, c'est trouver en fait le plus petit élément qui se trouve dans l'arbre de droite, qui en fait est le plus petit élément qui permettra de pouvoir satisfaire cette propriété. Tout ce qui se trouvera à droite de ce plus petit élément-là sera plus petit que ce qui sera à droite, et que ce qui sera à gauche sera plus petit que ce qui sera à une bonne valeur. Alors, donc là, ce qu'on va faire, c'est faire une fonction qui va retourner deux valeurs. Donc la première valeur, ça sera la valeur la plus petite qu'on va retourner, qu'on va retourner et qu'on va faire partir avec la valeur qu'on va supprimer. Et en plus, on va retourner l'arbre qu'on reconstruit de telle façon à ce que l'arbre qu'on reconstruit maintienne toujours la définition de base d'un arbre ordonné. Et donc ce que je vais faire avec cette fonction-là, c'est que je vais regarder dans mon sous-arbre, de retirer la valeur la plus petite. Donc si je prends, je vais créer mon arbre, j'ai mon 5. Si j'applique la fonction remove smallest sur ce petit arbre-là, qu'est-ce que je fais? Je vais regarder à droite pour trouver la plus petite valeur après le nœud 5. Donc, ici, dans notre cas, c'est 8. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre à droite. On va regarder encore, dans ce cas-là, pour voir si on est dans une feuille ou pas. On n'est toujours pas dans une feuille, donc on est dans le cas où on a un arbre. On va retourner ici, à gauche, pour pouvoir rechercher une valeur la plus petite pour pouvoir remplacer 5. Une fois qu'on a ça, il faut remonter l'algorithme. Et quand on remonte l'algorithme, on va recréer l'arbre en même temps. Donc on va dire, ben voilà, maintenant j'ai mon 8, je vais retourner en 9. Une fois que j'ai mon 9 ici, je vais recréer cet arbre-là avec une piste là. Je remonte ici et à la fin, je vais faire supprimer le 5 et je vais le faire remonter. Donc ne vous inquiétez pas, il y aura des exercices pour pouvoir comprendre un peu plus en détail comment fonctionne la fonction limite. Mais donc en gros, cette fonction-là, c'est la fonction la plus compliquée de l'algorithme de suppression. Et une fois qu'on a cette fonction-là, on peut l'incorporer dans l'algorithme qui permettra de supprimer une valeur quelconque. Donc si je reprends ma fonction limite qui permettra de supprimer un peu n'importe quelle valeur de l'arbre, qu'est-ce que je fais? Je fais simplement comme d'habitude, je regarde si mon arbre est une feuille vive ou pas. Si c'est le cas, je retourne le livre parce que je reconstruis l'arbre en même temps que je supprime l'élément. Si ce n'est pas un arbre, alors c'est un arbre. Donc, on a un arbre et si effectivement on a bien la valeur qu'on aimerait bien supprimer, on va appeler la fonction remove smallest qui elle va retourner un tri dans ce cas-là qui est l'autre valeur qu'on va remplacer à YP, l'autre TP, donc le sous-arbre de droite qu'on va reconstruire. Et ensuite, ce qu'on va faire avec ça, on va simplement récupérer notre sous-arbre TP et la petite valeur qui se trouvait ici, mais qu'on va supprimer du sous-arbre. Et à la place, ce qu'on va faire, c'est simplement remplacer YP par cette valeur-là qu'on a calculée. Alors oui, donc là, il y a aussi une autre valeur de retour que cette fonction-là peut retourner. Qu'est-ce qui se passe si, par exemple, j'aimerais bien supprimer une valeur qui se trouve à la fin de mon arbre? Par exemple, j'aimerais bien supprimer le 4. Mais la fonction remove smallest, comme on est déjà dans une feuille, ça va retourner null, parce qu'on n'a plus de sous-arbre plus petit qui permettra de pouvoir remplacer une valeur à la place du 4. Et donc, si on est dans cette optique-là, tout simplement, on va retrouver et donc reconstruire l'arbre
en simplement en prenant la partie gauche de l'arbre. Voilà. Donc voilà, c'est ça. Donc, c'était une fonction assez complexe. Pourquoi elle est complexe, cette fonction-là? Tout simplement parce que le calcul d'arbre est assez compliqué, parce que ça doit maintenir une condition globale. Comme je l'ai dit précédemment, ce qu'on aimerait bien, c'est maintenir la condition que tout ce qui se trouve à gauche de mon arbre est plus petit que mon nœud, et tout ce qui se trouve à droite est plus grand. Et le fait de le faire en pause et en programmation fonctionnelle complique les choses, parce que, tout simplement, en Oz, on ne peut pas remplacer une valeur qui se trouve dans l'arbre. Pour ça, il faut toujours reconstruire notre arbre. On ne peut pas simplement intervertir comme dans Java, dans un autre langage de programmation qui supporte le changement de variables. Si par exemple j'avais mon nœud ici 5 et 8 dans un autre langage de programmation, ce que vous faites, c'est simplement remplacer, vous changez juste la valeur de 8 ici, vous la supprimez, vous la remplacez par ici, parce que vous avez déjà une case mémoire qui permet de pouvoir la réutiliser. Mais donc, en Oz, ce qu'on va faire, c'est recalculer l'arbre et reconstruire tout from scratch. Et donc, oui, donc la programmation orientée but, c'est un peu tout ce que j'ai raconté, c'est simplement maintenir une condition globale pendant tout le calcul de la donnée. Et donc, ça, c'est. Si on veut faire par exemple, vérifier si le programme fonctionne bien ou pas, c'est une sorte d'invariant global au programme. Voilà. Donc, maintenant, en fait, ce qu'on a vu, les listes et les tris, mais en fait, les listes et les arbres, c'est quelque chose de très précis qui est en fait dérivé d'un mécanisme un peu plus bas niveau en OS. Et qu'est-ce que c'est le mécanisme plus bas niveau? C'est les tupes et les records. Alors, un tuple, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une valeur qui est définie avec une étiquette et des éléments à l'intérieur. Mon étiquette, si je reprends le slide ici, j'assigne X à state 1 à 2. Donc là, on a un tuple avec l'étiquette state, et à l'intérieur, on a des valeurs. On a la valeur 1, la valeur A et la valeur 2. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir récupérer les éléments qui se trouvent à l'intérieur de ce tuple-là? C'est tout simple, il faut simplement prendre la variable identificateur X et appliquer simplement .1, .2, un peu comme vous avez vu dans les listes. Donc, si je reprends ma variable X, qui est l'état 1 à 2, si j'ai envie de récupérer par exemple deux éléments, donc ça c'est simplement l'élément A, et ce que je dois faire c'est simplement x moins 2. Ça, si je fais x moins 2, ça va me récupérer l'élément A. C'est un peu le même mécanisme qu'on avait avec les listes. Pourquoi? Parce que les listes, au final, qu'est-ce que c'est? C'est simplement notre étiquette qui est une barre verticale, suivie d'un élément, et le second élément de ce tuple-là de la liste, c'est une liste. Donc là, je vais mettre une liste. Voilà. Et donc, du coup, si je réapplique la même chose avec mes tuples-là, on a que, si je veux récupérer le premier élément de ma liste, ou de mon tuple, je fais tout simplement x-1. Et là, pour récupérer le second élément qui est ma liste, je fais x-2. Et donc, dans le cas d'une liste, le x-2, ça sera une liste sur laquelle on peut réappliquer, par exemple, le point 1 pour récupérer le second élément de la liste. Mais dans les tuples, comme ici, ça peut être n'importe quoi. Donc, le second élément peut être n'importe quoi. Ça peut être un atome, dans le cas ici, l'atome c'est un A. Ça peut être un chiffre, ça peut être une chaîne de caractères, etc. Dans ce cas-là, on peut tout simplement mettre .2 et ça va récupérer l'élément qu'on a envie. Et ensuite, si on veut récupérer par exemple le dernier élément, donc le 2, dans state 1 à 2, c'est simplement on fait x.3. Mais en fait, en interne, qu'est-ce que Oz va faire? Il va assigner une sorte d'identificateur à chaque élément qui se trouve dans le tuple. Donc mon tuple state 1 à 2, au final, il peut se réécrire de cette façon-là. On a 1,
2.1 qui est l'identificateur de ma valeur 1, 2 qui est en fait l'identificateur de ma valeur A, et le 2 ici, c'est le 3 qui est l'identificateur de ma valeur B. Et donc là, on a une vue un peu plus claire de ce qu'est un tube. Pour accéder à un élément, on fait simplement x point l'identificateur de notre élément qu'on veut récupérer. Donc là, vous voyez qu'ici dans la slide, on n'a pas mis le 1, le 2 et le 3 parce que c'est caché et Ose le fait à notre place. Si on ne met pas l'identificateur explicitement, il va commencer à 1, puis ensuite il va assigner le second élément à 2 et le troisième élément à 3. Mais moi, ce que je pourrais très bien faire, c'est d'assigner par exemple 1 à un identificateur personnalisé. Donc si par exemple j'aimerais bien identifier ma valeur 1 avec un identificateur que j'aimerais bien appeler par exemple first, je peux très bien le faire. Tout ça, au lieu de faire point 1 comme on faisait pour récupérer la première valeur, ce qu'on fait simplement, c'est x point le nom de l'identificateur. X point first. Donc ça, si quand je fais x point first, ça va simplement récupérer la valeur qui est contenue dans l'identificateur. Voilà, donc ça c'est un peu ce que j'ai dit. Là, on a sur la slide ici des exemples de fonctions qui permettent de récupérer ce qui a un label et la longueur du tube. Donc, ce que j'ai appelé étiquette, c'était un label. Et donc cette fonction-là, label x, va récupérer simplement l'étiquette de state qui est assignée au tube. Et width, c'est simplement la largeur, et c'est le nombre d'éléments qui se trouvent dans donc le point 1, c'est ce que j'ai raconté tout à l'heure. On fait point 1 pour récupérer le premier élément, point 3, etc. Mais ce qu'on a vu ici, c'est qu'on peut aussi récupérer les éléments avec des identificateurs personnalisés, comme first, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Alors, et donc oui, ici, ce qu'on peut voir, c'est que la définition d'une liste et d'un arbre, ça repose essentiellement sur la définition des tubes. On a vu précédemment que dans la grammaire d'un arbre, si je reprends la grammaire EBNF, qui se trouve ici, voilà, on peut voir qu'en fait, un arbre, c'est soit l'atome ou un tube qui contient en fait plusieurs éléments, une clé, donc l'identificateur ici c'est 3 clés, puis ensuite on a une valeur et les deux sous-arbres de gauche et de droite. Donc ça en fait, c'est en fait la base de Ose. C'est simplement définir toutes les structures de données qu'on veut grâce à cette structure de données-là qu'on appelle tuple. Et si on veut par exemple représenter de manière différente un arbre, comme c'est dans cette slide ici, on peut le faire. On peut simplement dire, voilà, j'aimerais bien déclarer que le milieu de mon arbre, c'est l'étiquette min. Donc ce que je vais simplement faire, c'est que mon arbre se trouve min. Ensuite, ce que j'ai, c'est qu'à gauche, j'ai mon arbre de gauche. Et à l'intérieur de cet arbre de gauche, j'ai 1 et 2. Et à droite, j'ai 3 et 2. Et donc, pour pouvoir accéder à, par exemple, l'élément 4, qui se trouve le plus à droite possible, qu'est-ce que je dois faire? C'est que je dois faire x point right, pardon, parce qu'il se trouve dans le cycle de droite. Et ensuite, là, quand je fais point right, je touche ce tube-là. Et maintenant, comme je sais que si en haut, je ne déclare pas moi-même les identificateurs, c'est le deuxième élément qui est caractérisé par l'entier 2. Donc je fais point 2. Quand je fais ça, j'ai mon élément 4 que je peux retrouver.
aussi, on peut faire des opérations d'égalité sur les tubes pour tester si par exemple on aimerait bien voir si deux identificateurs, donc X et Y, correspondent au même tube. Donc si par exemple j'ai mon tube T1,2, est-ce qu'il est égal au tube T1,3, on peut tout simplement faire X est égal à Y. Et ça va nous renvoyer un vrai ou faux en fonction de la comparaison de mon tube. Donc ici, normalement, si je n'ai pas fait d'erreur, ça doit être faux. Pourquoi? Parce qu'on a la valeur ici qui est différente pour l'élément de mon tube. Voilà, qu'est-ce qu'il regarde aussi? C'est regarder si les valeurs correspondent bien dans les deux tubes. Mais ce qu'on vérifie aussi, c'est que le label est le même, ainsi que les identificateurs qu'on associe aux valeurs qui se trouvent dans le tube. Donc si par exemple, j'avais exactement les mêmes valeurs, j'avais mon label T, j'avais mon 1 qui est assigné à l'identificateur 1, et j'ai mon 2 qui s'est assigné à l'identificateur 3. Je peux faire la même chose ici, pareil, j'ai le 1, j'ai le 2 et le 1, et la différence ici, c'est que mon identificateur est différent pour la valeur 2. Si je fais l'opération d'égalité entre ces deux tubes-là, alors ça va me renvoyer faux parce qu'on n'a pas la même parité. La parité, c'est l'ensemble des identificateurs qui contient le tube. Voilà pour ça aussi. Et pareil, si on a l'étiquette qui change, par exemple à la place de T, j'avais mis un B, là il me renverrait aussi faux. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la même étiquette et donc ce n'est pas le même type. Donc la seule moyen de faire un match correct, et donc de faire une égalité correcte entre les deux types, c'est que l'étiquette, les identificateurs et le contenu qui se trouve dans les identificateurs valent la même chose. Voilà, donc là c'est un peu un résumé. On a vu qu'un tube est défini et identifié par un label, une étiquette, d'une largeur, le nombre d'éléments qui se trouvent dans mon tube, de champ que j'appelle l'identificateur, suivi de leur contenu qui est en fait le contenu du champ. Pour accéder aux éléments, on fait point, suivi d'un identificateur que l'on souhaite chercher. On peut évidemment faire la comparaison et on peut également faire du pattern matching. Si par exemple on a une fonction où on veut simplement vérifier si le deuxième élément d'un tube est correct ou pas, on peut simplement faire du pattern matching comme on a vu avec les listes et les arbres. Donc, imaginons que j'ai ma fonction de regarder match to. Voilà, je peux faire un pattern matching, donc je fais case T1, 2, X, 2, Z ici. Et donc ici, comme on a vu avec les listes et les arbres, ça va prendre une photo en fait du tube. Donc si on a bien un tube de ce gabarit-là dans l'argument X, on peut regarder directement si X et Z sont la même chose. Et donc si X et Z sont la même chose, on peut trouver vrai pour cette fonction-là. Donc on peut faire des pattern matching avec les tubes. Et donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Les listes sont des tubes. Donc, tout simplement, à la place d'avoir un nom textuel pour le label ou l'étiquette, on a la barre d'étiquette qui est l'autre étiquette à ce moment-là. Donc une liste, si j'ai la liste 1, 2, 3, 4, cette liste-là, en ose, si je veux la convertir en tube, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner cette valeur-là, 1, le premier élément de ma liste c'est 1, celui du 2, le 2 c'est quoi? C'est aussi une structure, c'est une liste, et donc du coup c'est mon tube qui contient en valeur 1
l'élément 2, si le 2 est encore unique, soit nous prend le troisième élément dans l'élément 1, et ensuite on a exactement la même chose, le 4, là, et en 2 ici on a le 2. Voilà, donc ça c'est la représentation plus simplifiée de ce qui est en réalité dans la mémoire de l'ordinateur de tubes. C'est vraiment une succession de tubes pour pouvoir arriver à un tube. Mais bon, si on veut utiliser cette fonction-là, cette notation-là pour pouvoir créer des listes, ça va être énigme, mais c'est pour ça que Pose va automatiquement comprendre que ça, eh bien, c'est une liste et il va le transformer en lui-même dans ce format-là. Et donc ça, c'est une sorte de sucre syntaxique. J'imagine que Peter vous en a fait parler un peu dans le cours précédent. Voilà, donc là, c'est un même exemple que j'ai fait. Donc c'est par exemple, on veut la liste 5, 6, 7. Pareil, on a le type 5, 6, 7. Donc là, c'est tout droit.